Bonjour à tous, je suis Simon Gouffaut, je suis le chef opérateur du film L'Enfant à la peau blanche et je le présente aujourd'hui au Canebière Film Festival. L'Enfant à la peau blanche, c'est un film qui est réalisé par, Simon Panet. C'est une coproduction franco-sénégalaise et le film a été shortlisté pour les Césars, 2026. Il était aussi en compétition à Clermont-Ferrand. À quel moment tu es arrivé sur le projet et comment vous avez commencé à travailler avec, Simon? Je suis arrivé sur le projet, assez tardivement. J'ai rencontré Simon la première fois un mois avant le tournage à peu près, donc ça s'est fait, très rapidement. Simon, il a une méthode de travail qui est extrêmement efficace. C'est pas quelqu'un qui va parler pendant des heures pour rien dire. C'est quelqu'un qui va tout de suite droit au but. C'est exactement ce qu'il veut. C'est exactement ce qu'il veut faire et comment y arriver. Donc en fait, la prépa a été, courte mais extrêmement efficace. La première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit, voilà, il m'a présenté le film, il a dit que je vou qu'il il voulait faire un film, quasiment en plan séquence, avec une seule focale. Il m'a dit qu'il voulait tourner au 14 millimètres, avec la série d'optiques, les Master Prime. Il m'a même dit à quel diaph, il voulait, tourner le film. Il m'a dit qu'il voulait pas utiliser de projecteur, qu'il voulait utiliser que les lampes de donc voilà, il y avait déjà une autoroute qui était tracée. Il savait exactement ce qu'il voulait. Donc en fait, c'est très agréable d'arriver dans un projet qui est autant réfléchi à l'avance. Il y a juste à se glisser dans les chaussons en fait et on fait complètement confiance au réalisateur. D'autant plus que Simon, ça fait 10 ans qu'il réalise des documentaires en Afrique de l'Ouest, sur les mines d'or, artificielles. Donc c'est un sujet qu'il maîtrisait parfaitement. Et c'est agréable quand on arrive dans un projet, aussi, pittoresque, exotique, et cetera, d'un sujet qu'on maîtrise pas du tout nous-mêmes, de savoir qu'on a un peu un cap et qu'au moins on va pas faire n'importe quoi, et cetera, et enfin, Simon, c'était un peu le capitaine du bateau et il savait précisément ce qu'il voulait pour pas, pour être, au plus proche de la réalité, quoi, de ce que c'est de travailler dans une mine d'or, et cetera. Donc voilà, la préparation s'est fait, de manière très efficace, grâce à Simon. Parce que tu parlais de type de focale, de diaph et cetera, qu'il savait déjà à l'avance. Mmh. C'est quelqu'un qui a travaillé de l'image aussi de par son parcours documentaire? Ouais, il a fait, du coup, pendant 10 ans, il a réalisé des documentaires principalement en Afrique de l'Ouest et surtout, sur le sujet des mines d'or. Il a réalisé un long métrage documentaire qui avait été shortlisté aussi pour les Césars, il y a 2 ans de ça. Et donc c'est des documentaires où c'est lui qui fait l'image et donc il a une connaissance très précise technique, des techniques de l'image. Et donc voilà, moi j'avais juste à venir peaufiner deux trois choses qui étaient, pas forcément encore, totalement pensées, pousser plus loin, l'esthétique qu'il voulait, et cetera. Mais les grandes bases étaient là principalement. C'est le principe aussi d'avoir un film un peu à concept entre guillemets comme ça, même si c'est un mot qui paraît un peu grossier. Mais voilà, c'était vraiment, un film en temps réel, une descente aux enfers et voilà, il fallait cette espèce de simplicité technique de une seule focale, très peu de découpage, et cetera, pour y arriver. Mmh. Et ça, c'est des, méthodes de travail que tu as déjà retrouvées sur d'autres tournages avec des cinéastes qui connaissent parfaitement l'image? C'est quoi qu'est-ce qui peut différer quand le cinéaste connaît moins? Non, à ce point, ça m'est jamais arrivé d'arriver sur un film qui était à ce point, déjà un peu sur les rails dès que j'étais arrivé ou en tout cas que le réalisateur, chapeaute à ce point, sa mise en scène, l'image, et cetera. Hem, en fait, c'est des manières très différentes de travailler. Disons que normalement, les réalisateurs, ils ont quand même un minimum de bagage technique, sinon c'est très compliqué, d'avoir le même vocabulaire, heu, parler la même grammaire. Donc généralement, c'est une connaissance des focales, une connaissance, et cetera. Et après, c'est plus ils vont parler d'intention, d'émotion, de sentiments, d'ambiance, et cetera. Et ensuite, nous, on va traduire. Là, Simon, en fait, me donnait déjà des grandes, pistes. Il me disait: «Bah, voilà, pour telle séquence, j'imagine ça techniquement». Et la plupart du temps, c'était, tout à fait juste. Après, des fois, il fallait réajuster des petites choses comme ça. Mais ce qui est très agréable, c'est que ça permet de travailler vraiment dans le détail, du coup, dans L'Enfant à la peau blanche. Vu qu'on se posait pas la question de quelle focale, quel découpage, comment je vais éclairer, ça a été très clair et déterminé dès le début. Du coup, on peut se concentrer j'ai pu me concentrer vraiment sur des tout petits détails, ne serait-ce aussi à l'étalonnage, du coup, en post-production. On allait vraiment, travailler sur des choses très, très fines et heu et donc voilà, ça, c'est très agréable. Après, des réalisateurs qui ont pas un bagage technique aussi important, c'est comme je le disais, c'est absolument pas, grave, quoi. C'est juste une manière différente de travailler, c'est juste, des rythmes qui sont différents. Ce travail de précision dont tu parles, il se ressent vraiment dans le film et dans toute l'esthétique qui est proposée.
Est-ce que tu peux nous parler un peu des conditions de tournage, du dispositif qui a été mis en place dans ces mines d'or? Euh, Alors en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur des mines d'or, de la mine d'or, donc il y a l'enfant qui descend dans le puits. À partir du moment où il met le pied sur l'intérieur de la mine, ça a été tourné en fait dans une grotte qui était sur une île au large de Dakar. Tout le reste a été fait sur un vrai site de mine d'or, donc la mine d'or de Tenkoto, qui était au sud du pays, à la frontière avec le Mali. Et donc voilà, c'était une vraie mine d'or. On a tourné dans un vrai décor. La plupart des gens qu'on voit en figuration tout autour, etc., ce sont des vrais orpailleurs, etc. Et donc il y a juste ce moment où il descend, juste ce moment où il est à l'intérieur, que on pouvait pas tourner véritablement dans une vraie mine d'or parce que c'était beaucoup trop dangereux. C'est des boyaux qui sont en fait très restreints, c'est des 1 mètre de haut, il faut souvent y aller en rampant, etc. Donc impossible d'amener une équipe de tournage d'y faire quoi que ce soit. Simon l'avait fait pour lui, pour son précédent long métrage documentaire. Il y a quelques séquences qui se passent à l'intérieur d'une mine d'or, mais c'était une config documentaire, donc il était seul avec un petit boîtier comme celui-ci. Nous, on était déjà dans une config de fiction, donc on ne pouvait pas faire ça. Donc voilà, le fait de tourner, de délocaliser ça dans une grotte avec plus d'espace au large de Dakar, donc on est aussi plus près de la grande ville, qui nous permet d'avoir voilà, un accès plus facile à tout un tas d'accessoires, d'électricité, etc. Par exemple, comment ça a pu se passer le tournage dans un espace qui a l'air quand même assez restreint, en termes d'organisation de toute l'équipe, etc. Et même avec l'équipe sénégalaise, tout Ouais. ça. Ah ouais, c'était des décors très compliqués. L'intérieur de la grotte, même si, comme je disais, c'est plus grand qu'une véritable mine d'or, on était quand même dans des conditions où il y avait très peu de lumière déjà, donc il faisait noir. Il y avait beaucoup de poussière, il faisait extrêmement chaud, c'était très difficile de travailler. C'est un film qui était très très physique, en tout cas pour moi, c'est le film le plus physique que j'ai fait. Tout était à la caméra à épaule, donc tout ce qui se passe dans les scènes extérieures, avec un easy rig qui permet de retenir un peu le poids de la caméra. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur de la mine, la hauteur plafond ne me permettait pas d'avoir justement cette potence en fait qui permet de retenir le poids de la caméra et qui est beaucoup plus simple pour cadrer. Donc je devais tout cadrer avec la caméra à portée de bras. Et donc c'était très compliqué, c'était assez épuisant physiquement. Il faisait 40 degrés, on avait beaucoup de mal à respirer parce qu'il y avait beaucoup de poussière à l'intérieur de la grotte. Euh, donc voilà, après on était une petite équipe quand même, on était une petite équipe de fiction. Moi j'avais un assistant caméra, un chef électro-machino et un électro, donc on était vraiment 3-4 à l'image. Sur le plateau, il y avait Simon, l'assistant réal, et 2 personnes à la déco. Et je crois qu'à la face, c'était à peu près tout. Donc on était vraiment quand même une petite équipe. Je trouve aussi ce qui est marquant, il y a un travail des couleurs et de la lumière Mhm. qui est hyper important, déjà à l'extérieur, mais encore plus quand on est plongé dans cette obscurité de la mine. Comment vous arrivez à créer cet effet des lampes torches Ouais. face à l'objectif, on a l'impression, et qui vient éclairer comme ça de façon très brutale, mais aussi très précise Ouais. toute cette séquence? Mais en fait, Simon, vu qu'il sait exactement à quoi ça ressemble l'intérieur d'une mine d'or, il voulait complètement éviter le côté un peu studio, quoi. Il m'a dit, je veux pas de projecteur, je veux pas que la mine d'or elle soit tout éclairée, etc. À l'intérieur des mines d'or, ce qui se passe dans la réalité, ils ont juste leur frontal et c'est tout. On a juste rajouté, nous, 2 petites lanternes qui rajoutent un contrepoint colorimétrique un peu chaud, des lanternes un peu à flamme qui rajoutent du coup un contraste colorimétrique. Parfois, ils ont ce type de lanterne-là, mais ça, c'est là où on a un peu triché, mais sinon, ils évoluent dans le noir quasiment total. Et donc, Simon voulait vraiment retranscrire ce truc-là, il voulait pas qu'il y ait de triche plus que ça. Donc, au final, moi, c'est là où, par les petits trucs où j'ai un peu discuté avec Simon, c'est qu'on avait quand même 2-3 projecteurs sur des perches que tenaient les électros et qui étaient très très doux, qui étaient très faibles, et qui me permettaient juste de renvoyer ce qu'il fallait sur les visages pour juste les détourer de l'ombre. Et ce qui simulait en fait les retours de la lampe torche qui va contre la paroi et qui revient sur les visages. Donc en fait, il y avait, quand on regarde les photos un peu de making of, on voit qu'il y avait le perchman au son et aussi 2 autres perchman avec un petit projecteur à côté. Et sinon, en fait, c'est un gros casting de lampes torches qu'on a fait. On a passé plusieurs heures à tester plein de lampes torches différentes. Moi, je savais que je voulais créer à l'intérieur de la mine un contraste colorimétrique, donc je savais que je voulais que des lampes torches froides, mais de teintes différentes. On voulait des teintes différentes, des formes de faisceaux différentes. Une fois qu'on est parti du principe qu'on allait éclairer quasiment que à la frontale, il fallait qu'on matérialise justement les faisceaux. Et donc là, c'est pour ça qu'on a utilisé beaucoup de poussière. Sauf que, ça c'est une petite anecdote, mais la poussière au Sénégal, en tout cas là où on tournait, elle est toxique.
pour les poumons. Du coup, on a dû ramener de la poussière traitée de France spécialement. Donc moi, dans mes bagages, j'avais une valise entière remplie de poussière. Et du coup, on a ramené de la poussière française pour pouvoir tourner dans cette mine d'or. Et du coup, voilà. Mais en fait, là, typiquement, c'est un truc où la poussière, donc l'accessoirisation, moi, j'ai éclairé quasiment qu'avec ça, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment sans, si on enlève la poussière, toutes ces particules, en fait, on verra quasiment rien. Il n'y aurait pas ces faisceaux qui sont matérialisés et tout. Donc ça, c'est typiquement un truc d'accord entre accessoirisation, déco et image, quoi. Je me suis complètement servi de ça. Et ensuite, dès qu'il y avait des personnages qui étaient hors champ, avec des frontales. Euh, C'était l'équipe déco qui récupérait les frontales et c'est moi qui leur disais bah, avec la frontale, tu vas éclairer à telle réplique, tu vas faire un balayage, éclairer le visage comme ça. À tel moment, je voudrais qu'il y ait un balayage du haut vers le bas ou du bas vers le haut qui passe un peu comme ça. À tel moment, je voudrais qu'il y ait une frontale qui éclaire le torse de l'enfant, comme ça éclaire un petit peu son visage sans que ce soit trop éclairé. Et en fait, dès qu'on était dirigé, vu qu'il y a plusieurs orpailleurs dans le fond de la mine, dès qu'on était axé dans l'autre côté, que du coup ces orpailleurs-là étaient hors champ, c'était en fait voilà, l'équipe d'éco et mes électros aussi qui récupéraient ça et qui, à mes tops précis, faisaient des passages comme ça, ce qui permettait de passer de l'ombre à la lumière. Et tout ça était un petit peu calculé, quoi. C'était un peu un truc un peu de chef d'orchestre pour que justement ça puisse être vivant et dynamique. Comment ça s'est passé en termes de direction et de travail avec les acteurs? Bah, Simon, il a fait des répétitions beaucoup parce qu'il y avait très peu d'acteurs en fait professionnels. Donc l'enfant évidemment n'était pas du tout, c'était la première fois qu'il jouait. Les deux seuls acteurs professionnels de mémoire, c'est le père de l'enfant qu'on voit au début du film et le personnage qu'on avait appelé au scénario, le personnage du général, donc c'est le personnage qui rencontre à l'intérieur de la mine en bas et qui lui demande de chanter. C'était les deux seuls acteurs du coup qui avaient un peu d'expérience et sinon tous les autres c'est des figurants qui étaient des véritables orpailleurs en fait qu'on avait trouvé sur la mine d'or de Tenkoto. Du coup en fait Simon a beaucoup travaillé avec l'enfant en amont, il l'a casté je crois à peu près 3 semaines, 2-3 semaines avant le début du tournage et ensuite quasiment euh, enfin, plusieurs fois par semaine, il répétait avec lui. Il a beaucoup répété avec le personnage du général, du coup, qui était un acteur qui parlait pas français, qui parlait uniquement Wolof. Donc ça, c'est ça qui était compliqué aussi, c'était qu'il y avait beaucoup de langues différentes sur le tournage. Il y en avait qui parlaient Wolof, il y avait des Peuls et des Bambara. Et du coup, nous, on n'avait pas forcément un traducteur pour chaque. Donc c'était parfois l'assistant réel qui devait traduire un truc, parfois c'était le second, parfois c'était l'équipe d'écho qui devait traduire. Donc c'était un peu nébuleux, surtout dans la scène finale où on avait une cinquantaine de figurants et on avait un peu toutes les langues différentes qui se mélangeaient. Donc c'était un peu nébuleux à ce moment-là, mais ça s'est quand même bien passé. Et non, voilà, après c'est beaucoup de répétitions avec Simon, avec moi aussi au cadre, on faisait des essais cadres au moment où le général demande de chanter, qu'il entend que l'eau arrive, etc., qu'il devient un peu fou, on avait testé pas mal de choses. Et puis oui, non, voilà, ça s'est fait assez simplement. C'est-à-dire que on n'a jamais trop dû la refaire pour le jeu. L'enfant, c'était un petit peu compliqué pour lui aussi, parce que vu qu'on tourne au 14 mm, qu'il y a beaucoup de gros plans, j'étais parfois à 15 centimètres de son visage. Et quand voilà, il avait entre 12 et 13 ans, on n'a jamais fait de cinéma et que j'ai été là avec la caméra et que tu lui dis me regarde pas, c'est compliqué. Du coup, il y a beaucoup de regards caméra, donc on a dû la refaire pas mal pour ça. Mais sinon, non, les autres acteurs étaient super, quoi. Ils étaient complètement dedans. L'acteur du général, il était complètement habité par son personnage. Il était un peu terrifiant sur le tournage. L'acteur qui joue le père aussi était super, qui était très, très professionnel. Donc c'était hyper agréable de travailler avec lui. Et justement, ce que tu disais sur la proximité avec l'enfant, par exemple, qui a pas l'habitude de jouer, ça fait beaucoup d'éléments, qui auraient pu, brider l'intimité qu'il y a dans cette scène. Comment, peut-être, tu as réussi à communiquer avec eux pour quand même, qu'ils puissent, montrer cette intimité, à l'écran? Bah, comme je disais, avec l'enfant, il était super. C'était Aboubacar, il s'appelait l'acteur qui joue l'enfant. Il était incroyable parce que pour lui, c'était un jeu un peu en permanence. Le tournage, on le mettait dans une remorque, on le faisait descendre dans un puits, on l'amenait dans des endroits pas possibles. Et il le prenait comme un jeu. Il était hyper dynamique. Il se plaignait jamais. Donc c'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Et puis voilà, après, c'est sûr que c'était compliqué pour lui, parce que vu qu'on découpait très peu, on faisait des prises très longues, il fallait qu'il reste dans le personnage en permanence. Comme je disais, je suis obligé de m'approcher très très proche de lui parfois. Euh, Quand l'eau arrive dans la mine, il était trempé, il y avait de l'eau qui lui tombait sur la figure, on lui disait non, non, continue, reste dans le personnage, continue de chanter, etc.
donc il voyait plus rien, il avait plein d'eau sur la tête. C'est du coup forcément il est albinos du coup aussi pour la nuit en fait dès qu'on est dans des séquences où il fait un peu sombre, ils voient rien du tout, ils ont pas la même sensibilité du coup avec avec leurs yeux, donc c'était aussi compliqué pour lui pour la séquence finale de déambuler dans le dernier plan du film sur la mine d'or parce qu'en fait il voyait plus grand chose, ce pauvre enfant. Et du coup donc c'était très compliqué, on lui demandait des choses très compliquées mais à chaque fois il les faisait avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de plaisir. Donc c'était très agréable. Après, voilà, il a forcément on a dû refaire parfois souvent des prises pour les regards caméra, pour les choses comme ça. Mais c'est aussi le jeu de travailler avec des acteurs qui sont non professionnels, avec des figurants qui sont non professionnels, etc. On sait que ça arrive, voilà, mais ça a jamais posé vraiment un problème au point de mettre en péril le tournage. Là, tu m'as décrit un tournage dans lequel il y avait, beaucoup de contraintes. Il me semble aussi, que tu étais récemment sur un tournage qui était, assez loin de Marseille et est-ce que, ces types de tournage et le fait d'aller, tourner des films qui se passent, loin, dans d'autres pays, c'est quelque chose qui te motive et qui t'anime? Ouais, complètement, complètement. Après, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas forcément. C'est-à-dire que c'est un peu le hasard et la chance qui ont fait que j'ai rencontré des réalisateurs, des producteurs et tombé sur des projets qui sont beaucoup à l'étranger. Là, je reviens tout juste d'un film qui a été fait en Guyane. Juste avant, j'étais en Espagne. Il y a eu le film du Sénégal. Enfin, j'ai eu énormément de chance pour l'instant dans ma très jeune carrière de beaucoup tourner à l'étranger. Et après, j'ai l'impression que c'est un truc qui s'auto-alimente, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est quand on voit que j'ai pu faire des films à l'étranger, travailler avec des équipes que je connais pas forcément, etc. Ça rassure aussi peut-être des producteurs pour me reproposer ce même type de projet, quoi. C'est un petit peu voilà, l'effet boule de neige. Donc moi, c'est un truc qui me plaît complètement, quoi. Je serais un peu triste de tourner de tourner que à Paris ou que en région parisienne. Ce serait un peu triste. Mais ouais, non, non, je suis très satisfait. C'est jamais des tournages faciles parce que forcément, il n'y a pas toujours les moyens de partir avec ces chefs de poste qu'on connaît, lesquels on a l'habitude de travailler. Donc, il faut à chaque fois réapprendre à travailler avec d'autres personnes, etc. Très souvent, on fait quand même des super rencontres. Est-ce qu'il y a, un cinéaste ou une cinéaste avec qui tu aimerais, travailler, à l'avenir? Ouais, carrément. Je peux faire passer des messages du coup, au cas où, et si vous pouvez leur envoyer après. Non, mais hier, justement, à l'interview d'hier, c'est marrant, on en parlait du coup avec Arnaud, le réalisateur de Big Boys Don't Cry, mais il parlait du fait que j'étais venu sur son film avec Andrea Arnold comme référence. En fait, c'est un peu une référence que j'essaie de remettre à chaque fois parce que je trouve que c'est des films formidables qu'il a fait. Donc, ouais, il y a un peu toute une mouvance de cinéma américain indépendant, Andrea Arnold, Sean Baker, Eliza Hittman qui a fait Beach Rats, qui a fait Never Really, Sometimes Always aussi. Bon, voilà, c'est un peu une mouvance comme ça de réalisateurs, de jeunes réalisateurs, réalisatrices plus ou moins jeunes américains qui font des films sur des classes populaires. Et je trouve qu'ils le font avec un regard qu'on n'a pas trop en Europe, quoi. Un truc qui est pas du tout misérabiliste, qui est pas du tout dans le jugement ni quoi que ce soit, mais qui est pas non plus un regard naïf sur la chose. Et je trouve ça, voilà, ces trois réalisateurs-là, ces trois réalisatrices-là, ce serait le rêve de travailler avec elles. Au niveau des chefs opérateurs ou chefs opératrices, est-ce qu'il y en a qui t'inspirent particulièrement et qui ont un peu aussi, qui t'ont inspiré dans ton travail? Ouais, ouais, bah complètement. Bah, pour rebondir sur ce qu'on disait là-dessus, moi je pense à Hélène Louvard, qui est une chef opératrice française qui a tourné dans les quatre coins du monde et qui la même année sort un film brésilien, un film coréen et puis un film d'auteur français. Et qui a ce truc, elle tourne beaucoup aussi en Italie avec Alice Rohrwacher. C'est quelqu'un qui. Elle tourne celle qui tourne avec Elisa Hittman d'ailleurs, dont je parlais à l'instant. Je vais peut-être pas lui piquer la réalisatrice, mais, mais ouais, c'est quelqu'un qui tourne beaucoup en pellicule, qui est souvent très innovante dans ses images. C'est quelqu'un qui en fait prend énormément de risques dans la manière qu'elle fait dont elle aborde un film. Je crois qu'un des derniers films qu'elle a fait, pareil, elle était partie avec une seule focale. Alors, comme nous avec L'Enfant à la peau blanche, mais nous c'était un court métrage. Mais en partir en long métrage avec une seule focale, c'est quand même un choix étonnant. Mais voilà, elle prend des risques comme dans tous les films qu'elle fait. Elle travaille souvent en 16 mm, elle fait des très très belles images 16 mm. Elle avait fait un film, La vie d'Eurydice Gusmao, La vie invisible de d'Eurydice Gusmao, qu'elle avait tourné en numérique. Et elle avait fait exprès au tournage de sous-exposer complètement ces images
pour ensuite remonter à l'étalo et complètement déstructurer l'image, ramener beaucoup de bruit, etc. C'était une image incroyable. C'est quelqu'un qui, voilà, qui travaille qui est tout autour du monde, qui a des contacts dans tous les pays où il y a du cinéma qui se fait, qui est hyper innovante en termes d'image, qui fait enfin, que des films d'auteur qui sont pas toujours à très gros budget, mais voilà, moi c'est vraiment la carrière rêvée à laquelle j'aimerais aspirer. Ouais. Tu parlais de pellicule, c'est aussi quelque chose que tu travailles? Très peu. Bah, j'en ai fait, mais forcément, les moyens et le budget que ça demande fait que généralement, c'est rarement la priorité sur les tournages. J'ai fait des tournages en 35 et en 16, mais c'est voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas en court métrage, en France, reste quand même suffisamment rare, quoi. Mais, c'est pas grave, je le vis bien. Non, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup d'en faire, mais je trouve qu'aussi aujourd'hui en numérique, enfin, on est à un point, j'ai l'impression, à une période hyper intéressante. Et moi, je suis trop content d'être chef-op un peu dans cette période-là où aujourd'hui le numérique fait des choses tellement incroyables aussi. Et, il y a un mélange des deux qui peut être hyper intéressant et il y a plein de textures, plein de choses à aller chercher. Enfin, c'est vraiment une période de transition que je trouve hyper intéressante. Et la pellicule est pas complètement morte encore. En France, c'est quand même, voilà, c'est un certain coût et il faut que ce soit vraiment une intention dès le départ dans le projet, qui soit apportée par le réalisateur, par le chef opérateur, par la production pour justifier le surcoût que ça amène. Quelle formation tu as suivi? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Moi, j'ai fait l'école Louis Lumière, qui prend à partir de bac+2, qui termine en master, qui est sur 3 ans. Et après Louis Lumière, j'ai fait assistant caméra, disons, pendant 1 an et demi, 2 ans, sur des longs métrages. Et entre deux longs métrages en tant qu'assistant caméra, je faisais des courts métrages comme chef op. J'ai jamais trop arrêté de faire chef opérateur. Et au bout de 2 ans d'assistant à la caméra, en fait, j'ai arrêté parce que ça prenait trop de temps, en fait. Enfin, bloquer 3-4 mois de sa vie pour partir sur un long métrage, ça m'empêchait, en fait, de faire chef opérateur à côté. Donc j'ai délaissé petit à petit l'assistant à la caméra, mais c'est un truc que j'ai beaucoup aimé faire. En plus, j'ai eu la chance de faire des films, de tomber sur des films d'auteur qui me plaisaient beaucoup, avec des chefs opérateurs que je vois encore aujourd'hui, qui m'ont énormément appris. Ouais, je regrette, c'était une super période. Mais voilà, là, j'ai arrêté il y a à peu près 3 ans. Donc voilà. Tu chef opérateur sur, 2 des courts-métrages en compétition, Mm. du festival et les 2 ont été shortlistés pour les Césars, 2026. Est-ce que c'est un peu c'est valorisant? Ouais, c'est valorisant. Après, maintenant, il faut qu'il passe la prochaine étape d'aller jusqu'au César. Et L'Enfant à la peau blanche est aussi shortlisté pour les Oscars, donc ça, c'est chouette aussi. Non, non, c'est chouette. Après, ouais, c'est toujours pareil. Il faut faire un peu attention à ces trucs-là, que ça monte pas trop à la tête, ni quoi que ce soit. Moi, je suis surtout content parce que ça permet au film d'être vu par plus de personnes. En fait, c'est ça le plus important. C'est parfois ce qui peut être un peu difficile dans ce métier-là quand on débute, c'est s'acharner sur des projets qui finalement marchent pas aussi bien qu'on voudrait, que assez peu de gens voient, surtout les courts-métrages. Les courts-métrages, ils sont visibles que via les festivals. Donc quand on travaille pendant plusieurs mois sur un court-métrage qui fait que quelques festivals comme ça peut être un peu grisant. Donc là, ce qui est super agréable, au-delà du côté prestigieux, c'est surtout que bah, ça permet à un maximum de gens de voir notre travail, à quel point on a sué sur ces projets, et c'est ça qui est super chouette, quoi. C'est d'avoir des retours des gens, quoi. C'est ça qui est super. Mmh. Et pour finir, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de tes prochains projets et est-ce que, par exemple, tu aimerais passer au long, à un moment? Ouais, ouais, bah, le passage au long, c'est évident que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, heu, pour le challenge et aussi, tout simplement pour, l'économie de court-métrage ne permet pas de vivre aujourd'hui. On peut difficilement vivre du court-métrage. Donc ça a aussi ça apporte une situation un peu plus pérenne, de passer au long métrage, quoi. Et donc forcément, c'est quelque chose qui me reste en tête et que j'aimerais, le faire à court ou moyen terme. Sinon pour les projets qui arrivent, bah, là dans quelques jours, je m'envole pour la Corse pour un court métrage, qui se passe, en lumière naturelle, avec une enfant de 10 ans aussi. On tourne encore avec, une enfant, qui est un très beau court métrage de Sébastien Maggiani, produit par Bandini, donc c'est ceux qui ont produit, L'Enfant à la peau blanche aussi. Et ensuite, un projet à Strasbourg qui est un projet, ça c'est un truc que j'ai jamais fait encore,
l'histoire d'un youtubeur où 50% du film, on est à l'intérieur du live YouTube, en gros, du personnage principal. Et du coup, on tourne en multicaméra dans un parking de nuit. On tourne avec 5 ou 6 caméras différentes. Donc, c'est un truc que j'ai jamais encore testé. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, sinon, après, post-production des courts-métrages que j'ai terminés cette année. Un film qu'on a tourné dans le désert en Espagne. Un film, du coup, j'en parlais, en Guyane, qu'on a terminé là, il y a 2 semaines. J'ai atterri il y a assez peu de temps, qui était un film magnifique. Et du coup, l'étalonnage qui va suivre cet hiver. Ben, on a hâte de découvrir tous ces nouveaux projets. Merci beaucoup. Merci à vous, hein.